Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 6 avril 2021 et c'est l'épisode 223. Au programme de cette émission, préparée par Guillaume Poggiaspala, le scandale Facebook de la semaine est de retour, ça faisait longtemps. On va vous parler aussi de BitCloud, qui se veut être une sorte de bourse numérique aux célébrités. On va parler aussi de LinkedIn, le réseau social professionnel, qui, même si c'est moins visible que pour d'autres réseaux sociaux, semble un peu favoriser des propos haineux. On va aussi avoir plein de gadgets dans cette émission, les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Snapchat, la fournée de nouveaux produits Xiaomi avec des smartphones en veux-tu en voilà, une montre mais aussi un smartphone pliant, LG qui quitte le marché du smartphone. On aura aussi quelques news avec l'actu des processeurs, avec notamment une nouvelle version de l'architecture ARM. On parlera aussi un peu de jeux vidéo. On a donc plein de choses à aborder ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que Thomas Pesquet est au spationaute français. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Bah écoute, ouais, je vais repartir bientôt, là, je pense. Hein. Un peu plus près des étoiles. Et on retrouve aussi, pour notre plus grand plaisir, et je dois le dire également avec une certaine fierté, le capitaine du bateau Frandroid, le rédacteur en chef du célèbre site d'ActuTech, c'est Manuel Castejon. Salut Manu, et merci de te joindre à nous. Salut Guillaume, et le plaisir est partagé, c'est un honneur pour moi de venir ici dans Tech Café. Oh, c'est toujours un grand plaisir de t'entendre. Oh oui. Grand plaisir partagé. C'est un plaisir qui doit être partagé aussi par Tom to the Dream, donc désolé si j'écorche ton pseudo, mais c'est une personne qui a laissé un avis sur Apple Podcast. Il a dit à propos de Tech Café que c'était le podcast tech. Il dit d'ailleurs que c'est le podcast qui l'a fait basculer dans l'univers du podcast. Ça, c'est toujours très gratifiant quand on voit ce type de retour. Une publication hebdomadaire qui permet en une heure de faire une veille des infotech à retenir. Merci pour ce podcast de qualité, toujours très pertinent. Merci beaucoup à toi de nous écouter. Et puis j'en profite aussi pour remercier FabC01, Dark Aliasing et l'excellent Grégory Campous qui ont décidé de bénéficier d'avantages exclusifs, comme par exemple le chapitrage des émissions, le fait de passer d'une rubrique à une autre sans attendre la fin, et l'absence de pub garantie en participant à la hauteur de quelques euros au financement du podcast. Ils en garantissent la pérennité. Merci beaucoup pour cette démarche vertueuse. Alors si vous voulez vous aussi faire comme eux, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé, TECHCAFE, le lien est évidemment dans les notes de l'épisode. Au passage, je sais pas si vous étiez au courant, Guillaume et Manu, mais il y a plusieurs études qui montrent que, alors bon, quand on veut se faire plaisir, quand on veut être plus heureux, on peut s'acheter des choses, mais des études démontrent plutôt que la manière la plus économe et la plus efficace d'être heureux, c'est de donner, c'est de participer à des dons. Donc peut-être que si vous voudriez... Pas forcément la manière la plus économe, mais bon. Alors, en fait, il semblerait, les études montrent que tu dépenses à bonne heure égale, tu dépenses beaucoup moins en donnant que en t'achetant des choses à bonne heure égale. Mais c'est bon, ça. Je sais pas si. Donnez. Est-ce que c'est une étude réalisée auprès de personnes ayant un Patreon? Évidemment. Non, même pas. Et a priori, ce serait un consensus de plein d'études. On avait parlé d'ailleurs de ces mécaniques dans un autre podcast que je vous recommande qui s'appelle Relife, qui parle de l'amélioration du quotidien, mais c'est un autre sujet. En attendant, on a beaucoup de news tech. Non, c'est vrai, honnêtement, c'est vrai que c'est gratifiant. Tu participes à quelque chose de plus grand et tout. Enfin, ça marche. Je pense qu'il y a quelque chose d'épanouissant et socialement, ça se démontre. Donc, prouvez-le, vous aussi. Allez sur patreon.com/techcafé et participez à cet élan de générosité. Bon, donc on a plein de sujets tech qui sont peut-être moins enthousiasmants, mais qui prêtent malgré tout, si on les prend avec un petit peu de piquant, à sourire. On va commencer par toute une série de news autour du réseau social avec le retour, Guillaume, ça faisait longtemps, du scandale Facebook de la semaine, du SFS. Alors, on va dire que c'est une nouvelle version d'un scandale qui avait déjà éclaté, avec des millions, des centaines de millions d'utilisateurs Facebook qui ont vu leurs données fuiter, et surtout là, cette fois-ci, avec des infos en plus comme le numéro de téléphone, ce qui peut faire peur. Bon, Guillaume, c'est quoi l'état de cette fuite ? Oh c'est un sale état, parce que quand même ce coup-ci on a les données personnelles d'un demi-milliard d'utilisateurs qui se retrouvent tranquille basile sur un forum, gratos pour tout le monde. Donc c'est des données qui ont été volées en 2019 et qui proviennent quand même de 106 pays, dont presque 20 millions de Français, c'est-à-dire un utilisateur Facebook sur deux. Bon, vous plaignez pas, en Italie c'est 94%, au Maroc c'est tout le monde, donc voilà. Et d'ailleurs, selon Dave Walker, le profil de Mark Zuckerberg est dans la fuite,
Et il y a un numéro de téléphone qui est relié à un compte Signal. Et oui, Marc utilise Signal. Alors faites comme lui et moi, utilisez Signal. Bon alors, pour être 100% honnête, ça prouve pas qu'il utilise pas WhatsApp évidemment, c'est juste qu'il a utilisé Signal. Mais bref, heureusement, si vous entendez les guillemets je suppose, il n'y a pas forcément toute votre vie dans les fichiers, il y a juste une partie. Donc il y a nom, prénom, numéro de téléphone, ça c'est systématique. La ville, le sexe, le statut marital, le métier, parfois l'adresse email, ça dépend, hein, si vous avez renseigné ou pas. En gros, la base de données centrée sur le numéro de téléphone associé à un profil Facebook, viennent ensuite les infos que vous avez renseignées. Donc, la fuite est-elle nouvelle? Non, hein, Facebook a patché la vulnérabilité en 2019, et là-bas circulait déjà un petit peu sous le manteau, comme on dit. Enfin non, comme on dit plus trop en fait. Maintenant, elle est juste passée publique, et donc elle est largement diffusée, et il y avait donc déjà un problème, mais là, il s'aggrave. Donc toutes ces infos en plus sont quand même relativement stables. Bah, ton numéro de téléphone, ton sexe, ton adresse, ça change pas très souvent. Et ça, c'est grave, bah oui, c'est quand même grave, parce que ces données qui sont quand même vraiment utiles pour les escrocs, hein, pour le phishing, pour les SIM swapping, pour les doubles authentifications, on a souvent eu recours à son téléphone. Bien sûr, voilà, pour tous les SMS qui pourront vous être envoyés, tous les SMS SMS commerciaux qui pourront vous être envoyés. Donc, même s'il est déjà disponible, la gratuité et la facilité comme ça va augmenter mécaniquement le nombre d'amateurs. Alors, est-ce que vous êtes concerné? C'est évidemment difficile à dire sans télécharger la base, mais c'est illégal, donc ayez plutôt recours à Have I Been Pwned, qui vient de mettre en place exceptionnellement en fait un service de recherche par numéro de téléphone en plus des adresses email, puisqu'il faisait que les adresses email jusqu'à maintenant. Bon, Facebook peut pas faire grand chose, hein, de toute façon le mal est fait, il serait très opportun qu'ils préviennent d'ailleurs chaque utilisateur dont les infos seraient fuitées, hein, quand même, ce serait sympa. Mais bon, c'est pas sûr, va savoir, chez Facebook, ils sont pas très bons avec les papiers, hein, ils ont peut-être une phobie administrative. Parce que j'ai vu aussi qu'au Canada, Facebook fait face un petit peu au même problème qu'en Australie avec les médias, la rémunération des journalistes et tout ça. Et comme en Australie, ils se défendent d'une manière assez étonnante, hein, puisqu'ils menacent de partir, bien sûr. Et bon, après, évidemment, ils lâchent quelques millions juste avant une rencontre de Kevin Chan, qui est donc le numéro 1 de Facebook au Canada avec les députés. Mais la com est à revoir, puisque pendant la discussion, Kevin Chan affirme qu'il ne sait pas lui-même combien sa boîte fait d'argent dans le pays. Alors Facebook est pas tenu de le dévoiler, hein. Facebook est en plein processus d'accréditation avec l'Agence de revenus du Canada. C'est de la paperasse tout ça, c'est compliqué, les trucs avec les impôts, bon franchement je comprends. La phobie administrative. Quelques préconisations. Allez pas vérifier à droite à gauche si vous êtes concerné par la fuite Facebook. Effectivement, allez sur le site Have I Been Pwned que recommande Guillaume, qui est un peu une référence, parce que évidemment, à rentrer son numéro de téléphone pour vérifier s'il a été leaké un peu partout, je suis pas sûr que c'est la démarche la plus sécuritaire. La préconisation, c'est de redoubler de vigilance, encore et toujours, sur les sollicitations individuelles que vous pourriez avoir. Si vos données ont fuité, et à plus forte raison, mais de manière générale, c'est toujours bon de faire preuve de sécurité et de soins. C'est toujours le genre de sujet sur lequel c'est compliqué de faire réagir des chroniqueurs, des invités, donc je vais pas te demander Manu ce que tu penses de cette fuite Facebook parce qu'il y a pas grand chose à en penser. Par contre, ce qui m'intéresserait plus, c'est d'avoir ton point de vue un peu actualisé sur l'état de la presse forcément, et dans ses liens avec des réseaux sociaux, avec les géants de l'actu, comme évidemment on peut imaginer être Google avec Google News et Facebook pour une partie plus réseaux sociaux. C'est quoi votre vision de ce qui se passe dans le monde de la news et sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme Google ou sur Facebook, en tout cas d'un point de vue d'un rédacteur en chef d'un média comme Frandroid? C'est toujours super compliqué en fait parce que y a une relation de nécessité qui se crée en fait avec ces plateformes. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans Google, et inversement Google ne peut pas vivre sans nous, parce que s'ils n'ont pas de résultats dans leur moteur de recherche, le moteur de recherche ne vaut rien. Donc il y a forcément une nécessité commune entre les deux jusqu'à présent, et pendant très longtemps ça c'est resté sur un statu quo de bon, ok, vous avez besoin de moi j'ai besoin de vous, donc on reste comme ça. Mais de plus en plus, on l'a vu avec Google, et on le voit maintenant avec Facebook, justement ces plateformes qui servent à redistribuer l'information et à partager nos liens en fait, se rendent compte que en fait oui, effectivement, nous on fait aussi de l'argent par tout ce trafic qu'ils peuvent nous envoyer, et ils veulent récupérer une partie de ce magot-là, donc c'est ce qui est quelque part très normal, hein. Mais du coup, il y a des choses qui sont mises en place qui sont pas forcément toujours très subtiles. Et alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais par exemple sur Facebook,
créer une page, ça va avoir, c'est un peu comme la première dose gratuite, il va y avoir quand même pas mal de montée en abonnés et de visibilité qui va être donnée. Mais en fait, une fois que tu atteins un certain cap, si tu payes pas, ta page perd énormément en visibilité par rapport à ce que tu avais avant. Ce qui fait que tu es un petit peu dégoûté de cette avancée et c'est ce côté-là que je trouve un peu fâcheux en fait moi. Ouais, et ce qui est compliqué aussi d'un point de vue expérience utilisateur quelque part. Alors j'essaie pas de leur trouver des excuses, loin de là. Je pense qu'en plus ils en ont pas besoin. Mais il est vrai qu'on a toujours en tête aussi cette expérience utilisateur qui fait que quand on va sur Facebook, on n'a peut-être pas envie d'être noyé sous des centaines et des centaines de publications qui seraient actualisées. Et donc cet algorithme il joue aussi pour nous sélectionner des contenus qui seraient évidemment pertinent. Et bon, le cercle vicieux est enclenché beaucoup trop vite, ce qui rend le sujet très 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 compliqué. Mais tu le soulignes, cette relation entre les médias et les plateformes qui mettent en avant les contenus est évidemment un jeu très compliqué. Et si la solution était simple, on aurait déjà tous sorti notre baguette magique. Ce qui est un peu vexant, c'est de voir que il y a des accords qui sont tirés de ces situations, qui profitent bien souvent à des médias qui ont été un peu à la traîne sur leur recherche de médiatisation, leur recherche de revenus en ligne. Je sais que c'est un truc qui peut parfois, vous, sur des médias qui sont plutôt rentables et qui ont réussi à trouver des manières de trouver des revenus avec Internet, comme Frandroid, Numérama, qui sont toujours un peu vexants de voir qu'il y a des grands acteurs de la presse qui bénéficient de ces accords et vous en bénéficiez pas forcément, c'est ça ? Bah ouais, parce qu'il y a quand même des sites, alors je vais pas les citer, mais les gros médias type Le Monde par exemple, ok j'en cite un, qui forcément vont avoir droit un petit peu à toutes les aides, que ce soit les aides de l'État, que ce soit les aides qui peuvent être récupérées de la part de Facebook, de Google, etc. Et c'est vrai que des sites plus petits qui vont peut-être avoir plus de mal ou alors qui se sont plus débattus pour justement essayer de se faire une position vont passer à côté de tout ça. Bon, écoute, on suivra ce qui se passera. On a dérivé un petit peu, mais c'est quand même intéressant de se pencher sur ce genre de sujet. Mais on continue à parler de réseaux sociaux parce qu'il y a un autre sujet qui émerge. Alors, on a parlé déjà des enjeux de NFT, Non-Fungible Token, sur les précédents épisodes de Tech Café. Dans l'actu tech, c'est d'ailleurs un sujet qui bosse pas mal en ce moment. Il s'agit, vous le savez, de commercialiser beaucoup de choses. Alors, ça ouvre la voie à d'autres idées. Guillaume, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est BitClout, qui n'est pas un média qui parle de vélo, mais qui est bien autre chose, évidemment? Oui, dans la vie, il y a deux types de news, tu vois. Il y a celles qu'on choisit pour leur intérêt, et puis celles qu'on choisit pour leur potentiel de jeu de mots nuls. Alors, parfois, c'est pas mutuellement exclusif, hein, attention. Je m'avancerai pas sur ce nouvel acteur du réseau social décentralisé avec blockchain, liberté d'expression, censure impossible, blabla. Bon, ouais, vous voyez le genre. En plus, bon, il y a un voile de mystère par-dessus quand même, hein, puisque Diamond Hand veut être à BitClout, bon, c'est BitClout, ce que Satoshi Nakamoto était à Bitcoin. Donc un créateur, un guide, puis peu à peu, une entité tutélaire qui disparaît en devenant quasi mythique. Bref, une légende. Bon, ça part pas très bien, hein, parce que Diamond Hand, en fait, on sait qui c'est très certainement Al Nagy, c'est un ex-ingénieur de chez Google, et son credo, c'est mélanger spéculation et réseaux sociaux pour changer le monde en bien. Moi non plus, je vois pas la connexion directe entre ces deux propositions, mais bon, le concept de BitClout, qui s'écrit BitClout, hein, donc, alors clout en anglais, ça veut dire poids, mais poids dans le sens d'influence. Bah, tu as, voilà, je sais pas, le bras long, voilà, ce genre de truc. Donc BitClout, parce que c'est plus rigolo comme ça, BitClout, donc, ça évoque des tokens, des jetons d'influence, et c'est bien ça l'idée. Donc, Diamond Hand enfonce le clout. Le concept, c'est de se monétiser soi-même. D'un profil BitClout attaché à un token dont la valeur monte et descend en fonction de ton influence, en fonction de son usage par d'autres aussi. Bon, alors l'idée c'est que si tu fais des trucs bien, on va acheter ton jeton, donc la demande va monter, sa valeur aussi. Enfin, je crois, parce que j'ai peut-être pas tout compris. Donc il y a le BitClout token, le BTCLT, et tu dois en acheter pour $55 minimum Bitcoin pour pouvoir commencer. Ça inclut les tokens de ton profil d'ailleurs. Est-ce que c'est les mêmes? Bon, c'est pas dit, c'est pas complètement clair. Ce qui est clair par contre, c'est que BitClout a beaucoup de Bitcoin du coup, hein, puisqu'il faut en acheter. Ils en ont dans les 3200, donc il est plutôt riche, hein, puisque ça fait dans les 170 millions de dollars. Alors ce qui est marrant avec BitClout, outre son nom hein, bien entendu, c'est de voir à quel point il coche toutes les cases pour inquiéter autant les futurs utilisateurs que les investisseurs.
Alors pour commencer, BitClout a pompé des milliers de profils Twitter célèbres pour les mettre de force chez lui, en attendant que leurs propriétaires viennent les réclamer. Bon, c'est un peu vicieux. Après, comment monter un réseau sans clout ni vis, c'est pas évident. Et puis bon, c'est de la pub gratuite. C'est même beaucoup de pub, vu le tollé que ça soulève. Ensuite, BitClout oblige à l'achat de sa propre crypto, donc le BTC, le BTC, le BL. Bon, pour simplifier, on va l'appeler le BLT, le bacon, laitue, tomate, comme les sandwichs. Donc tu dois acheter du bacon, laitue, tomate, d'accord, ça c'est bien, mais tu as aucun moyen de vendre tes BLT pour autre chose. Contrairement aux sandwichs, s'ils sont pas trop grignotés. Et donc, des BLT ont été aussi préminés, ça c'est assez habituel, ils sont préminés en masse et distribués aux investisseurs, mais c'est de manière tout à fait opaque. Du coup, écoute, évidemment, la SEC a levé une paupière. C'est un clout qui dépasse, qui pourrait appeler un marteau. Quant au fonctionnement de BitClout, c'est quand même zarbe, parce qu'imaginez que vous allez sur ce réseau, t'y es actif, t'essayes de voir, mais bon, ça marche moyen, et puis puisqu'on se monétise soi-même, ça veut dire qu'on peut valoir que dalle. C'est même normal, en fait, puisque tout le monde peut pas valoir cher, sinon le système n'a pas de sens. Donc ça doit pas être très bon pour son ego de réaliser qu'on vaut rien, qu'on vaut pas un clout. Et puis bon, même la célébrité, c'est temporaire, c'est ce qu'on dit, un clout chasse l'autre. Donc il peut y avoir des bulles, des crashs, peut-être des manipulations, comme en bourse, va savoir. C'est quand même, imagine ce genre de truc. Mais bon, voilà, le clou du spectacle, évidemment, c'est la décentralisation, c'est à base de blockchain. Je sais pas exactement comment elle marche, apparemment c'est une blockchain Bitcoin modifiée, qui ça garantit qu'on ne peut avoir aucune censure. Sous-entendu, aucune modération. Bon, je sais pas ce qu'ont les gens avec les réseaux comme ça, mais un réseau qui peut pas être modéré, c'est pas une force, c'est une faiblesse. Parce que c'est mon pauvre Guillaume, je veux dire, il n'existe nulle part en ce bas monde de liberté totale. Comme disait par exemple Fulong dans Crying Freeman. Dans le manga en tout cas. Ce que nous ont appris les genre 10 dernières années, c'est que les réseaux sociaux ont besoin de plus de modération, pas moins, ils ont besoin de plus de sélection, de plus de qualité d'information, pas plus de quantité. Donc BitClout mise sur l'autorégulation, mais ça a pas l'air de marcher super, on passe quand même des dizaines d'heures ici à en parler. Donc peut-être que l'avenir me révélera mon clout, mais je crois la voie suivie par cette plateforme me semble un petit peu dangereuse, même si c'est forcément un passage clouté. Je suis impressionné. Quel talent. Manu, est-ce que tu avais suivi BitClout? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? C'est pareil, c'est le genre de sujet qui inspire pas grand-chose en soi, si ce n'est on pourrait regarder la tendance qu'il y a d'avoir de plus en plus d'innovations technologiques autour de sujets qui apportent finalement pas de valeur liée à une information, liée à un divertissement. En fait, on a de plus en plus de choses qui tournent autour de la valeur pour de la valeur. Et ça, moi je trouve ça un petit peu déroutant, mais peut-être que ça t'inspire d'autres choses, peut-être que tu y vois des opportunités de création qui seraient beaucoup plus utiles pour la société, Manu, et qu'on n'aurait pas identifié. Alors non, pas du tout. Alors déjà, effectivement, pour répondre à ta question, non, j'avais pas du tout suivi cette histoire de BitClout avant. Et quand je l'ai vu dans le conducteur de l'émission, je dois avouer que j'ai regardé en diagonale, mais que je n'avais absolument rien compris. Donc merci Guillaume de nous avoir exposé ça avec autant d'humour. Et en fait, moi, ça me rappelle surtout d'autres choses qu'on a pu voir par le passé, que ce soit tout simplement le clout sur les réseaux sociaux auquel on était tous accros. Exactement, auquel on était tous accros à une époque, on loguait tous nos réseaux sociaux, ce qui était une faille de sécurité abominable, parce que s'ils se faisaient hacker, en fait, ils avaient accès à absolument toute notre vie, via des API, donc a priori ça devait être un minimum sécurisé, mais bref, tout de même. Autant que les API des réseaux sociaux le permettaient, quoi. Voilà, surtout que je parle de ça, c'était il y a peut-être 10 ans. Il y a 15. Pas tant que ça. Claude, la fermeture. La fermeture n'est pas si vieille, mais l'arrivée, c'était il y a un petit moment maintenant. Et voilà, c'était cette course pour savoir qui avait le plus gros clout. Et tout le monde voulait partir à la chasse au like, au retweet, etc. Et la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est une application qui permettait d'acheter ses amis virtuellement. Tu pouvais acheter une personne qui était sur l'application et la revendre avec de l'argent virtuel. Et du coup, plus t'achetais quelqu'un et plus son prix remontait, etc. Je me rappelle plus du nom de l'appli. Faudrait que je cherche, mais c'est exactement ça en fait. T'achètes quelqu'un et tu valorises une personnalité. Clout nous rajeunit pas, ça a été créé en 2008, effectivement, t'as entièrement raison, ça date d'il y a aussi longtemps, et en même temps, ça
pouvait, à mes yeux, en tout cas, et peut-être que je me trompe, peut-être que je suis très naïf, mais ce service pouvait répondre à un enjeu notamment d'identifier des influenceurs. Tu vois, t'es une entreprise, tu veux passer un contrat avec une série d'influenceurs pour propager un certain nombre de messages. En fait, c'est de la médiatisation, mais t'aurais pu avoir envie d'un indicateur qui se veuille objectif et qui surtout transcende les différents réseaux sociaux. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. On aurait pu imaginer que une galaxie de réseaux sociaux amène à avoir un indicateur commun qui permettait de mesurer l'influence de quelqu'un à travers plusieurs réseaux sociaux. Je me rappelle d'ailleurs que à l'époque, Nokia avait Microsoft ou Nokia, mais je crois que c'était Nokia à l'époque, avait mis en place des concours qui permettaient d'utiliser un Lumia et quand tu utilisais ton Lumia, tu pouvais même le garder si tu faisais partie de ceux qui remplissaient bien les actions. Et le score cloud était un indicateur pour Nokia pour aller sélectionner les gens. Donc je comprenais en tout cas la valeur ajoutée de ce type de service et c'est rigolo de voir qu'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas survécu, c'est que probablement il y a eu une énorme concentration des réseaux sociaux et que à l'époque, il pouvait y avoir une émulsion de plein de réseaux sociaux, mais très très rapidement, ça s'est concentré autour de, 3-4 grands acteurs, en tout cas dans le monde occidental. Ça nous fait un petit élément de rétrospective et de découverte, c'est intéressant, mais on va conclure cette rubrique autour des réseaux sociaux pour parler du monsieur costard-cravate des réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, qui est un peu, je le schématise, je suis désolé, le Facebook des professionnels, sur lequel la donnée est si qualitative. En fait, les gens renseignent énormément d'informations très très justes sur LinkedIn, ce qui amène logiquement à des conversations très saines, de qualité, jusqu'à ce qu'on constate le contraire, Guillaume. Ouais, LinkedIn, je sais pas trop pourquoi, veut absolument être un réseau social comme les autres. Donc il a ouvert les commentaires des posts, il a introduit des stories. Bon, maintenant, bien sûr, il veut son Clubhouse. Bon, ça décharge, tout le monde veut son Clubhouse, même Slack et Spotify. C'est comme ça que ça va finir, de toute façon. Clubhouse deviendra une fonction supplémentaire de tous les réseaux sociaux existants, puis tant pis pour Clubhouse, qui devra, je sais pas, intégrer un réseau social texte, du coup, pour aller avec, je sais pas. Enfin bon, LinkedIn fait des tests là-dessus en ce moment, et puis LinkedIn veut devenir un réseau social comme les autres, je pense que c'est fait, puisque si le critère c'est d'avoir les mêmes problèmes que Facebook et Twitter. Donc comme une illustration du problème qui vient avec le simple fait d'être un réseau social, donc cette dernière année, les agressions contre les Asiatiques ont bondi, et bien sûr, il y a eu dernièrement la fusillade d'Atlanta, on s'en souvient évidemment tous. Le coronavirus est quand même la principale cause de l'augmentation du racisme envers les Asiatiques. Voilà, les grippes de Wuhan, les Kung Flu ont quand même bien aidé à cristalliser une haine qui est quand même incroyablement absurde, parce que, déjà, c'est pas comme si les Chinois y étaient pour quelque chose si le virus a explosé d'abord chez eux, j'enfonce une porte ouverte, mais en plus, c'est pas comme si les Asiatiques c'était une communauté, quoi. Je veux dire, taper un Asiatique, qui peut être cambodgien, à cause du coronavirus, c'est aussi con que taper sur un Italien à cause du variant anglais, quoi, tu vois. Bon. C'est du racisme. C'est exactement. Donc, sur LinkedIn, les utilisateurs postent en fait, il y a des utilisateurs évidemment qui postent sur ce regain de racisme, qui témoignent, c'est pas normal, etc. Et ils se font rembarrer et parfois quasi insulter dans les commentaires. Et ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que LinkedIn, effectivement, c'est LinkedIn, quoi. C'est un vrai nom, c'est un vrai boulot, c'est ta vraie vie. Mais ça n'empêche pas les gens d'être à l'aise, apparemment. Donc imagine si on a ce genre de soucis sur LinkedIn, qu'est-ce que ça serait sur cet idéal libertarien de réseau social décentralisé censure-proof? Ce serait 8chan ou Gab, mais en décentralisé. Est-ce que le monde a vraiment besoin de ça? Ça fait très longtemps, moi, que j'ai commencé à voir, mais c'est très progressif sur LinkedIn, les commentaires se dégrader un petit peu, avoir des espèces de conversations trollesques, comme on en a l'habitude sur d'autres réseaux sociaux, comme Twitter, par exemple, ou évidemment sur Facebook. Mais c'est vrai que on est plus dérouté parce que les personnes ne se cachent pas, ne sont pas derrière des pseudos, et sont très libres pour tenir des propos qui sont parfois extrêmement virulent. Alors moi j'ai pas assisté à des réactions où il y avait des phénomènes de racisme, mais pourquoi pas. Et tout cela se rajoute aussi au fait, il faut le souligner peut-être, que LinkedIn c'est aussi quelque chose de très artificiel dans le sens où l'algorithme est très très présent et donc si on veut émerger sur LinkedIn, il faut vraiment jouer les codes. Je donne un exemple, LinkedIn dépondère l'affichage des publications que vous faites s'il y a des liens hypertextes dedans. Ils aiment pas ça. Ils veulent pas que vous sortiez de LinkedIn et donc si vous mettez votre lien hypertexte dans la publication, vraisemblablement l'algorithme va afficher beaucoup moins votre publication que celle qui contiendra juste une photo et un texte. Et d'ailleurs, ça amène à des comportements très très artificiels où vous voyez des utilisateurs LinkedIn prendre la parole dans une publication et dire « Pour le lien, regardez dans mon premier commentaire ».
Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très artificiel, je trouve, et qui montre à quel point les usages sont détournés. De même, il existe vachement de pods, donc ces espèces de petits réseaux sous la forme bien souvent de groupes WhatsApp, où les gens se coordonnent parce qu'ils ont des intérêts communs à être visibles sur LinkedIn. Et quand ils publient quelque chose sur LinkedIn, ils envoient le lien sur le pod et les 10 autres copains viennent vite commenter la publication pour stimuler l'algorithme et rendre visible la publication. C'est assez dingue de se rendre compte que LinkedIn pourrait partir d'une base très authentique et très valorisante pour, effectivement, comme tu le dis Guillaume, éviter de ressembler trop aux réseaux sociaux et finalement tombe dans des travers tout aussi grotesques. Manu, est-ce que tu es un grand utilisateur de LinkedIn ? J'ai l'impression que tu fais partie de ces profils qui n'utilisent pas beaucoup LinkedIn et peut-être que tu as un regard critique ou au contraire intéressé, curieux ? Non, en fait, j'ai toujours, depuis que je connais LinkedIn, j'ai toujours été en poste, donc j'ai jamais. Pour moi, c'est un outil pour trouver du travail et du travail, j'en ai, donc j'ai pas poussé plus que ça. Après, je discute avec des personnes dessus. J'ai beaucoup plus d'amis sur LinkedIn que sur Facebook, d'amis de connaissances en tout cas. Ouais. Et effectivement, ça me permet de rentrer en contact professionnellement avec des personnes. Mais typiquement, je n'ai jamais scrollé mon flux sur LinkedIn de ma vie. Je n'aurais jamais pu tomber sur de la haine anti-asiatique en scrollant mon flux puisque je ne le scrolle pas. Ouais, effectivement. Et à l'inverse, de ton côté, tu te retrouves dans une situation, et j'imagine que c'est fréquemment le cas, de recrutement. Est-ce que là, par contre, la présence sur LinkedIn pour les personnes que vous allez être amenés à recruter est importante? Et est-ce que tu essayes de voir s'ils ont une présence régulière ou est-ce que c'est pas du tout un argument? Non, pas du tout. Alors, il y en a qui me contactent par LinkedIn, et dans ce cas-là, je peux accéder à leur profil et voir qui ils sont. Mais après, nous, c'est aussi on recrute assez peu finalement sur un CV et sur une lettre de motivation. Ouais. Et on cherche surtout des connaissances et une appétence pour la tech. Donc c'est pas du tout le genre de lieu de réseau social qui nous permet nous de Bien recruter sûr. en tout cas. Bien sûr. Eh ben écoute, on suivra ce qui se passera du côté de chez LinkedIn. On va voir si ça continue à se dégrader la qualité de la conversation ou est-ce qu'il y a des actions qui sont prises pour se rendre compte qu'il faut pas faire de LinkedIn un réseau social comme les autres. Peut-être qu'il est trop tard. En attendant, on passe à une autre rubrique où on va parler de gadgets, ces gadgets qui vous plaisent tant. J'ai l'impression que ça vous a manqué dans les derniers épisodes qu'on vous parle un petit peu de gadgets. C'est parfait parce qu'on a plusieurs actus autour de lunettes connectées, de smartphones et puis en plus on a Manu qui manipule ça au quotidien avec Frandroid, donc je me réjouis qu'on puisse passer toutes ces news. On va commencer avec une itération d'un produit qui recueille au moins le scepticisme et peut-être un petit peu la curiosité. Ce sont les spectacles, les lunettes connectées de Snapchat. Alors moi je me rappelle avoir eu la toute première version, je me rappelle que je m'en suis presque pas servi des lunettes spectacle de Snapchat qui servaient, il faut le dire, à pas grand chose, mais peut-être qu'une nouvelle itération va nous servir à plus de choses, Guillaume. Bah écoute, ouais, surtout si ta réalité est trop naze, tu vois, parce que bon voilà, la réalité est trop naze, augmentons là. Avec des filtres Snapchat, hein, ça va tout de suite mieux. Bon, là, tu pourras avoir ta boulangère avec des petites oreilles de chat ou ton conseiller Pôle emploi avec un nez de cochon. C'est un rêve qui va peut-être devenir bientôt réalité avec les nouvelles Spectacles de Snap. La première version des donc Spectacle, comme vous voulez, avait fait un flop monumental il y a 4 ans. Hein. La version 3 arrive avec un écran. Les spectacles, donc 2017, intégraient juste un appareil photo dans les branches, mais cette fois, on aura bien droit à vraiment des lunettes de réalité augmentée avec un écran. Donc c'est bon. Alors, quand je dis on, c'est plutôt les développeurs dans un premier temps hein, qui voudront acheter $380 le kit pour mettre des arcs-en-ciel partout. Donc, créer des lenses. Oui, effectivement, ces lenses pourraient faire un carton sur des Spectacles 4. Si elles sont un petit peu moins chères, voire même beaucoup moins chères, étant donné quand même la démographie de Snapchat, hein, qui est vraiment extrêmement jeune. En tous les cas, la réalité augmentée, c'est dans une phase ascendante de la courbe de la hype, hein, en ce moment, avec Apple et Microsoft. Tim Cook a d'ailleurs dernièrement, dans une interview avec Kara Swisher, réaffirmé que la réalité augmentée était d'une importance critique, hein, je cite pour Apple. Ça pourrait permettre d'être utilisé en santé, bien sûr, dans le commerce, le jeu, mais aussi simplement pour améliorer les conversations, c'est-à-dire pour mettre en scène exactement tous ces trucs dystopiques que vous avez vus, c'est-à-dire, en gros, vous avez une date avec quelqu'un, voilà, vous pouvez connaître son profil Facebook, savoir ce qu'elle aime quand elle est en face de vous, et donc avoir l'air moins idiot, de manière complètement artificielle, lors d'un premier rendez-vous, je sais pas. On a tous vu ces petits courts-métrages comme ça, je me souviens plus exactement si c'est vraiment d'ailleurs du Black Mirror ou si c'est autre chose, mais bon. Toujours est-il que
Pour l'instant, ce qu'on a, c'est plutôt les HoloLens. Et les HoloLens, elles ont une carrière qui, il faut avoir une super carrière, quoi. Alors bon, pour l'instant, Cortana quitte les stores, d'ailleurs, iOS et Android, mais peut-être qu'elle va se retrouver pour de vrai au service d'un major, puisque Microsoft a fait un deal monumental quand même de 29 milliards avec l'armée américaine pour des HoloLens adaptés au terrain. Donc ça sera quand même 120 000 paires de lunettes basées sur des HoloLens qui intégreront ce qu'ils appellent l'IVAS, so Integrated Visual Augmentation System, avec vision thermique, donc acquisition de cibles, capteur de dégâts, et même la possibilité d'intégrer un simulateur de combat. Donc il sera sans doute possible d'insérer des hologrammes d'ennemis dans l'environnement pour un entraînement sur le terrain, avec voilà des faux flingues adaptés, je suppose. Et donc si en plus il intègre la commande vocale Cortana, écoute, la boucle sera bouclée, ce sera Halo en vrai. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le contrat est monstrueux. 29 milliards, c'est étonnant, on parle quand même de 120 000 casques, donc... je sais pas, même à... Bon, ça fait... t'imagines que ça fait plus de 100 000 balles de casque, enfin, c'est vraiment énorme. Bon, en tous les cas, c'est même le contrat de Jedi dont on a parlé, le fameux Jedi de la Discord, il était quand même un contrat à 10 milliards de dollars, ça fait prolétaire, quasiment, c'est assez extraordinaire. Et on parle même pas du contrat initial, parce que, effectivement, en 2018, déjà, on parlait des HoloLens à caractère militaire, mais c'était un contrat à 480 millions. Donc, non déplaise à Amazon et à certains employés d'ailleurs aussi dépité de voir ces technologies aller vers les militaires, Microsoft vient de gagner le Super Loto, c'est le gros lot, c'est un contrat qui est quand même historique. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que si l'État est prêt à dépenser 29 milliards de dollars dans des HoloLens pour les soldats, il aura aussi dépensé autant pour les professeurs dans les écoles pour qu'ils aient plus à acheter leurs propres fournitures. Bon, moi je dis ça, je dis rien. On a régulièrement parlé de réalité augmentée dans les épisodes de Tech Café depuis, j'allais dire, des années maintenant. Et à chaque fois, la question, c'est est-ce qu'on y voit un avenir? Alors là encore, je vais pas te piéger, Manu, à essayer de te faire une chronique sur l'avenir de la réalité augmentée et de la pertinence de ces types de produits. Mais est-ce que vous en voyez passer des produits qui utilisent la réalité augmentée parmi les produits que vous êtes amenés à tester de manière un peu originale, intéressante? J'ai vu passer récemment, et c'est pas sur Android, mais un test d'une voiture chez Volkswagen qui a un affichage déporté avec de la réalité augmentée qui est assez intéressant, c'est la manière dont c'est développé en tout cas. Est-ce que tu en vois, toi, passer des exemples de réalité augmentée qui peuvent paraître convaincants? Pokémon Go? Ah oui, forcément. Qui n'a pas présenté la réalité augmentée à travers Pokémon Go, enfin? Non, en vrai, aujourd'hui, la réalité augmentée, ça fait très gadget, mais il y a beaucoup de possibilités qui peuvent arriver. Le problème, c'est de savoir où tu la mets et comment tu l'implémentes, parce que la réalité augmentée, le problème, c'est que ça doit augmenter la réalité, ça doit pas la gêner. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et effectivement, des interfaces tête haute sur des voitures, il y en a beaucoup qui le préparent. Moi, je me souviens que je l'avais vu chez BMW, je crois, ou Mercedes, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était il y a 2 ans déjà sur un Mobile World Congress, et c'était impressionnant, hein, la manière dont c'était présenté, mais ça restait un prototype, et je suis même pas sûr que ils aient prévu d'implémenter le 10e d'ici 2025, enfin le 10e de ce que j'ai vu en tout cas, parce que c'était vraiment quelque chose de totalement fou où t'avais juste à tourner la tête et sur ton pare-brise tu vois une grande tour au loin et tu regardes et ça te dit quelle est cette tour, en quelle année elle a été construite, etc. Ce qui est la pire des idées à mon avis au volant, parce que tu vas pas avoir envie de lire ça sans te foutre dans le ravin. Mais bon, ça c'est une autre question qui arrive. Et pour revenir vraiment à la réalité augmentée en soi, je pense que l'implémentation, elle va avoir lieu quand quelqu'un va réellement trouver la killer feature. C'est un petit peu ce qui arrive dans tous les domaines de la tech. Et aujourd'hui, celui qui est le mieux placé pour faire ça, c'est Apple, qui travaille effectivement, enfin en tout cas d'après les rumeurs, depuis de nombreuses années déjà sur de la réalité augmentée sous forme de lunettes. On sait déjà qu'ils le font via les iPads et les iPhones. Et donc c'est vrai que il y a plein de petites applications qui viennent, notamment grâce au lidar de l'iPad Pro et de l'iPhone 12. Rajouter un petit peu de réalité en fait dans ce qu'on voit, parce que c'est vrai que quand on se dit qu'on veut
intégrer ton nouveau fauteuil, ton futur éventuel potentiel futur fauteuil Ikea dans ta pièce, mais qu'il prend pas bien les dimensions et que le truc ça ressemble à rien sur ton écran, ça donne pas envie. Maintenant avec le lidar ça avance un petit peu, ça prend les dimensions et ça s'intègre mieux et on va voir ce que ça va donner après sur des choses un petit peu plus sophistiquées, autre chose que d'essayer de placer ton fauteuil Ikea dans ton salon ou de savoir quelle tête t'aurais avec des cheveux roses. J'ai essayé, ça marche pas pour moi. Et de savoir si une paire de baskets t'ira bien. Et ça, je pense que c'est vraiment l'arrivée de lunettes Apple qui va réellement pouvoir pousser au quotidien de réels usages et pousser les développeurs à trouver de nouveaux usages, ce que Google n'a pas eu le temps de faire avec ses Google Glass à l'époque. Ce qui est compliqué en fait avec ce type de technologie, je me rends compte, c'est que la promesse, elle est évidente et si jamais sur le papier on dit bah voilà ce que ça permet, tout le monde est convaincu. Le problème c'est que la mise en œuvre de la techno amène à tellement d'imperfections tant que le truc est pas totalement maîtrisé que les fois où ça marche pas rendent le truc totalement rédhibitoire. Et c'est pas demain la veille effectivement qu'un acteur, j'espère comme tu le dis que ça pourrait être un Apple ou qui que ce soit d'ailleurs qui trouvera une solution, mais qui arrivera à nous rendre le truc totalement viable et qui fonctionnera vraiment dans tous les cas. Mais bon, on n'y est pas encore. Qui va se poser aussi, c'est les limitations que Google a connues avec les Google Glass à l'époque, de savoir que pour avoir de la réalité augmentée, ce qui n'est même pas de la réalité augmentée, en fait c'est de la réalité mixte souvent, il faut une caméra pour pouvoir afficher quelque chose, une information qui est pertinente, parce que t'as besoin d'avoir un visuel qui est traité derrière par l'intelligence artificielle. Sauf qu'aujourd'hui, on n'aime pas forcément avoir des caméras un petit peu partout. Et te dire que n'importe qui a une caméra sur son nez et peut te filmer, ça a pas plu à l'époque des Google Glass et c'est pour ça qu'elles avaient été interdites dans les cinés, dans les restos et très rapidement un petit peu partout. Bah clairement, autant sur la route, les gens peuvent l'accepter parce que c'est des espaces partagés, mais quand on te filme toi, je pense que c'est vachement plus angoissant. Mais bon. On va aller dans le cœur de votre savoir-faire chez Frandroid, j'allais dire, et surtout aussi dans le cœur de la geekerie. C'est l'actualité autour de Xiaomi, parce que Xiaomi nous a inondé d'annonces ces dernières semaines avec des smartphones où il y en a pour tout le monde. C'est simple, si vous voulez un smartphone quel qu'il soit, Xiaomi a probablement la réponse, jusqu'à l'exceptionnel, pas forcément extrêmement original, mais quand même exceptionnel, Mi Mix Fold, qui n'est ni plus ni moins que la version de Xiaomi du Samsung Galaxy Fold, Guillaume. Absolument, ouais. On pourrait voir ça comme une bonne nouvelle, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Hein. Donc finalement, t'es vraiment un oiseau de mauvaise nouvelle. Ouais, je sais. Je le fais exprès. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est que LG jette l'éponge sur le smartphone, et j'espère que c'est une éponge sèche, hein, parce que sinon ça peut l'abîmer. En difficulté depuis quand même assez longtemps, hein, comprendre d'ailleurs largement déficitaire depuis au moins 5 ans, LG décide de se concentrer sur autre chose. N'importe quoi, mais là c'est bon, hein, voilà, ça suffit, marre, il y en a ras le pompon. Bon, voilà. Dans leur téléphone, donc le téléphone super enroulable dont je disais qu'il avait l'air super, il est capoute, hein. Il y a même un média coréen qui l'a confirmé. C'est dommage, voilà. Ils essaient quand même de se démarquer, hein. LG toujours, en fait, hein. On se souvient du wing rotatif dernièrement, voilà, du double écran, des modules, moi je trouvais ça cool. Bon, tant pis, ça se comprend aussi quelque part, hein. Donc, la bonne nouvelle, pas parce que bon, quand même, voilà, la bonne nouvelle par rapport à la mauvaise, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça, voilà, c'est une si bonne nouvelle, mais en tout cas, Xiaomi sort un téléphone pliant qui ressemble beaucoup à un Galaxy Fold quand même, hein. C'est une tablette de presque 8 pouces qui se plie en deux. C'est aussi un smartphone très puissant avec un Snapdragon 888, 12 Go de RAM, et surtout, c'est la lentille de l'appareil photo qui est liquide, qui capture aussi l'imagination, parce que ça veut dire qu'elle est déformable et que du coup on a à la fois un zoom optique 3 fois et une macro avec un focus à 3 cm. Tout ça avec un capteur de 108 mégapixels, et il y a un deuxième objectif avec 13 mégapixels en ultra grand angle. Alors évidemment, cette débauche de technologie, c'est pour combien ? C'est pour 10 000 yuan, soit dans les $1 500. Et franchement, c'est un prix qui se rapproche de plus en plus de l'iPhone moyen. Bon, pour le moment, ça concerne que la Chine. C'est un prix qui est plutôt attractif. Enfin, tout est relatif, hein, évidemment. Manu, vous l'avez évidemment pas eu entre les mains, si je dis pas de bêtises, et effectivement il est réservé au marché chinois. Pour autant, c'est le type de produit qui recueille tous les engouements possibles, j'imagine, parce que c'est l'apothéose du smartphone
pliable et qui en plus obtient un prix qui devient accessible. On imagine que ça pourrait être, oui, un équivalent de 1300 €, ce qui effectivement est pas inaccessible quand on voit le prix des iPhones ou même d'ailleurs des Samsung haut de gamme quand ils sortent finalement. Alors, je mettrais quand même un petit bémol sur le prix, parce que déjà les prix en yuan sont hors taxe, c'est comme les États-Unis. Donc Oui. déjà, il faut rajouter la taxe. En plus, on a vu en général que les prix en Chine qu'on traduit en euros sont très rarement traduisibles en euros aussi facilement. Et genre typiquement, souvent on voyait des Redmi Note 5, 6, 7 à l'époque qui étaient à 120, 130 € et qui arrivaient à 200, 250 € chez nous. Donc forcément, ça fait un petit gap. Et donc là, on rêve d'un Mi Mix Fold à 1300, 1500 €, c'est sûr. Mais je pense que s'il devait arriver en France, et spoiler, ce sera pas le cas, il serait plus autour de 1800, 2000 € à mon avis. Bon. Après, tu nous as bien déçus. Après, c'est moi l'oiseau de mauvais augure, regarde. Il équilibre, c'est sympa, il contribue aussi à équilibrer. Mais un petit mot peut-être sur la stratégie de Xiaomi. Je trouve que c'est peut-être intéressant de s'y arrêter une minute, Manu, parce que effectivement, on a vu un débordement d'annonces de produits divers et variés. Moi, j'avoue que franchement, c'est même compliqué de s'y retrouver quand on veut un smartphone, tu vois, un peu polyvalent. On sait pas trop vers lequel se tourner. Honnêtement, je suis pas sûr que le grand public sache vers quel smartphone se tourner. Je sais évidemment que Samsung a fait ça pendant longtemps, mais pas à ce point, si je dis pas de bêtises. Franchement, est-ce que c'est pas un jeu dangereux de la part de Xiaomi? Et c'est quoi la stratégie derrière de lancer autant de trucs, autant de produits en même temps? Ça marche tellement bien que non, je pense pas que ce soit un jeu dangereux. Et l'idée, en fait, c'est d'inonder le marché. Il y a un téléphone Xiaomi pour absolument tout le monde, quelles que soient tes envies, quels que soient tes goûts. En fait, tu trouveras un téléphone Xiaomi. Si tu as besoin d'un téléphone à 100 ou 200 €, parce que voilà, tu as juste besoin d'un truc qui téléphone et qui fait 2-3 trucs, tu le trouves. Et en plus, il est pas mal. Tu veux le top du top, et tu le trouves aussi. T'as un Mi 11 Ultra, t'as un Mi Mix Fold, t'as le top de la technologie qui est intégré dans un smartphone, et pour un prix qui est en plus abordable. Donc, tu le trouves. Et entre ces deux extrêmes, t'as toutes les nuances possibles et inimaginables, ce qui fait que, Xiaomi arrive à se positionner sur le marché auprès de tout le monde, et surtout, en fait, ça crée du bouche à oreille, parce que si tout le monde peut trouver le sien, derrière, en fait, ça installe la marque dans l'imaginaire collectif, et ça a très très bien marché avec Samsung d'ailleurs. Et c'est, je pense aussi, ce qui a un petit peu causé la perte de LG, c'est que LG a toujours eu des modèles un petit peu particuliers, un petit peu niche. Tu parlais du G-Wing, du G5 avec ses modules qui étaient très bien dans l'idée d'ailleurs, mais très mal intégrés. C'est dommage. Et ils ont pas réussi justement à proposer cette alternative à tout le monde, à Madame Michou, à tous ceux qui voudraient un smartphone qui soit pas forcément un truc qui avec deux écrans qui se tournent dans tous les sens, etc. Je remarque que tu dis Madame Michou et pas Madame Michu, mais j'adore. Je vais réutiliser cette formule. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Samsung, à la grande époque de Samsung, du smartphone Samsung, ça fonctionnait. Moi, je me rappelle, les gens autour de moi disaient soit un iPhone, soit un Samsung, quoi. C'était même pas Android. Ça avait effacé la marque Android. J'ai pas l'impression qu'on en soit encore dans ce cas-là. Et puis la maturité du grand public est pas la même vis-à-vis des smartphones. Et la maturité d'Android aussi. Et la maturité d'Android aussi, bien entendu. Bon, en tout cas, l'enseignement, c'est que si vous voulez un smartphone Android, vous aurez probablement une proposition intéressante chez Xiaomi. On va aller faire un petit tour du côté des technos Google, parce que ils ont mis à jour leur Nest Hub. Vous savez, c'est cet assistant qui comporte un écran. Ils avaient annulé il y a pas très longtemps, je crois, le Nest Hub Max, donc le grand format avec une grande qualité de son. Et il y a plus que le format un peu au rabais, mais qui semble recueillir pas mal d'engouement, jusqu'à ce qu'on teste un peu sa vélocité. Et là, a priori, c'est pas le genre d'appareil qui va très très vite. Et a priori, ça s'est pas non plus amélioré, Guillaume. Non, c'est vrai. Mais en fait, il y a plein de news Google, d'ailleurs. Alors, Google qui, d'ailleurs,
ne fera pas partie du MWC de Barcelone cette année, donc le salon devait se tenir en juin. Bon, malgré un contexte sanitaire incertain, hein, le GSMA avait évidemment revu l'organisation pour prendre ça en compte, mais bon, est-ce que ce sera suffisant? On ne sait pas. De toute façon, ils n'ont pas les moyens d'annuler, je pense, parce que 80% des revenus du GSMA viennent du NWC, et le NWC rapporte quand même 450 millions par an à la ville de Barcelone. Mais bon, au cas où ça tournerait à l'événement super spreading, Google préfère s'abstenir. Malgré, bon, Google a quand même beaucoup de nouveautés, hein. Il y a effectivement le Nest Hub, mais il y a aussi plein de fonctionnalités pour Google Maps. Donc par exemple, il y a la météo, la qualité de l'air qui vont arriver, il y a le bilan carbone des trajets, et aussi le guidage en réalité augmentée en intérieur. Et c'est de loin la fonction la plus impressionnante, hein. Puis c'est quand même vraiment pratique, hein, dans un grand aéroport inconnu, ça peut faire gagner un temps précieux, hein, de voir où est sa porte d'embarquement, plutôt que de faire 3 fois le tour pour finalement se retrouver chez Rent-A-Car. Bref, la fonction est implémentée de manière relativement simple en plus grâce au deep learning, hein, puisqu'il suffit qu'un gars aille se balader avec un sac à dos spécial dans un aéroport pour que les algos digèrent le tout, en fassent une carte 3D qui sera utilisée par VPS, Visual Positioning System, sur votre téléphone. Donc en fait, le téléphone va se repérer avec un mélange de localisation via Wi-Fi et de repères visuels. Donc après avoir cartographié le monde extérieur, donc les lieux publics intérieurs, c'est la prochaine étape de Google. Donc pour l'instant, c'est Indoor Live View, n'inclut que quelques lieux aux États-Unis, hein, comme Chicago, Long Island, Los Angeles, etc. Mais dès les prochains mois, il y a des aéroports qui vont arriver, hein, comme Zurich ou Tokyo. Et puis petit à petit, voilà, comme avant, pour le Street View, hein, ça va s'enrichir. Bon, Google est donc toujours en pointe sur les services software quand même, mais il continue aussi à lancer sur le matériel avec, donc, Project Soli. Je t'avais dit qu'il serait de retour au moment où s'y attend le moins. Hein, voilà, Project Soli en douce comme ça, il est entré dans ta chambre à coucher. Enfin, en tout cas, si t'achètes le nouveau Nest Hub de seconde génération, et comme tu l'as dit, comme la première génération, en fait, cette seconde génération est lente. Elle est lente au tactile, elle est lente à réagir, elle est lente à la voix, elle est lente. C'est nul, ça. Mais elle possède quand même un meilleur son. Et puis, elle peut, surtout avec ses petits radars Soli, monitorer votre sommeil. Voilà, les petits radars envoient des petites ondes qui te caressent quand tu dors, et en gros, ça veut dire que il peut savoir quand tu bouges, il sait comment tu respires, il sait quand tu ronfles, et il peut évidemment faire un suivi de ton sommeil et te donner le rapport. C'est sans doute la manière la plus simple d'ailleurs de faire son suivi de sommeil, puisque tu portes rien de plus sur toi, pas de bracelet, rien, tu changes rien à tes habitudes. Donc Soli est revenu, en fait, voilà, c'est devenu un truc utile, enfin en tout cas, c'est devenu un produit. Et c'est vrai que Google continue à étendre petit à petit son panel de composants maison, après les puces neurales, les DSP pour les appareils photo des pixels. Google, selon 9 to 5 Google, est prêt à déployer même ses propres systèmes sur puce, sur ses prochains Pixel 6. Donc le but, évidemment, c'est comme pour Apple, bien sûr, c'est d'avoir toujours plus de contrôle sur le matériel, hein, et de se débarrasser au maximum de Qualcomm, hein, comme Apple. Bon, ça s'appellera GS101 peut-être, alias Whitechapel, c'est pas du tout officiel pour le moment, hein. On parle d'une puce qui aurait 3 clusters, qui aurait intégré un petit TPU, donc une petite Tensor Processing Unit, hein, les choses que Google utilise pour accélérer le traitement en deep learning d'à peu près tous leurs services en fait désormais, mais en petit. Et Google évidemment a pas de modem 5G, donc il pourra pas complètement s'affranchir de Qualcomm dans un premier temps. Donc je pense qu'on peut espérer une puce Google rapide et bien adaptée au Pixel 6, hein, mais il y a peu de chances qu'on ait une révolution genre M1 d'Apple. Ça serait étonnant, hein. Le hardware c'est vraiment le cœur des métiers d'Apple, c'est pas le cœur des métiers de Google. Donc une bonne petite puce qui jouira d'un support rallongé bien sûr à 5 ans, comme chez la concurrence Apple, c'est possible. Ce serait déjà très appréciable. Après, voilà, c'est pas un truc non plus dans lequel ils ont investi des milliards et des milliards, quoi. Soli, c'est le moment où Manu peut nous glisser un je vous l'avais bien dit que ça reviendrait, et tu y croyais beaucoup à cette techno. Enfin, je me rappelle que tu l'encensais pas mal, cette techno, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense que je suis le fan numéro 1 et le seul de Soli en France. J'ai encore des gestes réflexes. Quand mon téléphone est posé devant moi, je passe la main devant pour passer mes musiques, et je me dis c'est vrai, j'ai plus le Pixel 4, et pourtant ça fait ça doit faire bien 8 mois que j'ai plus le Pixel 4, et pourtant j'ai encore ces réflexes, et mais ça m'a changé la vie. Écoute, c'est étonnant parce que moi j'avoue que j'ai jamais compris, mais je pense que c'est peut-être que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser ça. Mais quand t'as les doigts gras de chips, je veux dire, c'est quand même. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du gras sur ton téléphone? Mais non, j'ai un Nest Hub. Donc Non, mais c'est un truc tout bête, hein, mais de pouvoir changer ta musique sans même déverrouiller ton téléphone, c'est quelque chose qui est super pratique. Par contre, dans ma chambre,
je sais que Google entend déjà tout ce qui se dit dans ma chambre parce que j'ai un Google Home. J'ai pas envie qu'il voit tout ce qui se passe dans ma chambre aussi. Ça me Et en plairait 3D, avec une pas. Et en cartographie 3D, en plus. c'est ça. Et beaucoup trop bien. Écoute, ouais, c'est probablement ce qui va peut-être freiner l'adoption, si ça doit le freiner. Je repensais d'ailleurs à cette lenteur du Nest Hub au niveau de l'interaction. Je dois reconnaître aussi pour ma part que, alors je teste depuis quelques temps, enfin je l'utilise, c'est pas un test, je l'utilise, un Echo Show 5, donc c'est la vieille version, hein, le petit écran connecté d'Amazon. Et je dois dire que le fait d'avoir un assistant avec un retour visuel, alors pour la famille, hein, au sens large, c'est une vraie plus-value. Moi, je pensais pas, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant d'avoir un retour visuel en plus des interactions vocales, et ça rend le sujet moins compliqué en interaction, et il y a quelque chose, oui, effectivement, de plus naturel et de plus complet en termes de retour. Et il faut reconnaître que c'est pas parce qu'on a un écran tactile qu'on le touche beaucoup. Et l'Echo Show 5 montre qu'effectivement, bon, lui aussi, il est lent. En fait, on s'en fout un peu parce que c'est très très rare qu'on aille le toucher, qu'on aille interagir au doigt, et on préfère interagir vocalement. Donc peut-être que finalement cet arbitrage fait plein de bon sens, et c'est juste du caprice de technophile que ça n'aille pas plus vite. J'interromps un peu le montage de cet épisode et je rajoute un segment de quelques minutes parce que Manu a complété sa réflexion autour du processeur de Google, mais on l'a fait après l'enregistrement de l'émission, et Manu témoignait du fait qu'il regrettait de pas avoir développé cette idée-là. Donc je lui relaisse la parole et j'insère ses propos après l'enregistrement de l'émission, et on reprend après le cours de l'épisode tel qu'il a été enregistré. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, sur ce processeur, qui, je pense, va être plutôt intéressant dans la philosophie de Google, justement. On l'a vu, je refais le podcast, on l'a vu avec le Pixel 5, ils ont totalement changé de philosophie. Ils ont viré le Snapdragon de série 8 pour prendre un série 7, pour avoir quelque chose de plus consommateur, plus user-friendly. Et je pense que leur nouveau processeur va se tourner dans ce sens-là, et que au-delà des 5 ans de mise à jour, on va avoir en fait quelque chose qui va être beaucoup plus basé sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google, qui vont pousser sur l'expérience utilisateur plus que sur la puissance pure. D'ailleurs, je crois que ils ont déjà, Ars Technica avait fait un truc sur l'intelligence artificielle, je sais plus ce qu'ils avaient dit dessus. Ils ont un Neural Core déjà pour assister l'appareil photo, tous les traitements qui sont relatifs à l'appareil photo. Ils avaient déjà introduit un petit cœur dans leur DSP, oui. Et d'ailleurs, le Mi Mix Fold en a un aussi. Ils ont le Surge C1 oui. qui lui est dédié à la photo. Les Neural Engines en fait se généralisent un petit peu aussi chez Huawei et tout. Il y a des Neural Core un petit peu partout maintenant. Et justement, je pense que Qualcomm, eux, ils ont leur propre façon sans Neural Engine de gérer l'intelligence artificielle via l'ISP, le DSP et le GPU. Et je pense que Google est pas forcément à l'aise avec ça, et vu toute l'intelligence artificielle qu'ils mettent dans leur téléphone aujourd'hui, que ce soit au niveau de la photo, mais même de tout le reste, quand on voit juste l'espèce de Shazam qui est directement sur l'écran de déverrouillage des pixels, qui permet d'être toujours à l'écoute et de savoir quelle musique passe dans ton environnement. Je pense qu'ils ont énormément besoin d'intelligence artificielle et qu'ils n'arrivent pas à réellement tirer profit de cette architecture un peu bizarre de Qualcomm, qui n'a pas d'architecture dédiée à l'intelligence artificielle, et que leur nouveau processeur, le GS100, ça je sais plus, il va être vraiment centré sur l'intelligence artificielle pour améliorer ça sur le Pixel 6. Oui, tu as complètement raison. De toute façon, alors pour l'instant, c'est des rumeurs, mais il y a des rumeurs qui auraient un TPU dessus, donc une version de leur Tensor Processing Unit. C'est une architecture qu'ils ont créée eux, avec laquelle ils sont parfaitement à l'aise, donc ça sera effectivement plus facile de transporter des bouts de code dans leur téléphone. Oui, ça paraît effectivement très réaliste. On verra quand ils l'annonceront, mais ouais, clairement, ouais.
Puis s'ils arrivent à beaucoup mieux intégrer aussi le hardware et le logiciel dans des couches plus profondes, ils pourront justement gérer plus facilement l'intelligence artificielle sur tous les pans de l'utilisation du téléphone. Ouais, ils pourraient se différencier comme ils font effectivement avec leur appareil photo, quoi. Et voilà, je complète maintenant avec la suite de l'enregistrement de l'épisode tel qu'il s'est déroulé. Mais on va quand même en profiter. On a parlé des stratégies de système sur puce de Google, ce qui va nous permettre de faire une parenthèse autour du monde des composants. Et c'est chaud en ce moment le monde des composants, entre les annonces d'Intel qu'on a relayées dans le dernier Tech Café, qui sont assez historiques en termes de changement et de stratégie pour cette entreprise émérite dans le monde des composants. On a aussi d'autres actus, à commencer par ARM, qui va itérer une nouvelle version de son architecture. Alors, c'est une architecture qui évolue tout le temps, mais là, symboliquement, on change de numéro. Guillaume, on passe à la V9. Ouais, alors en fait, c'est un événement important parce que ça a eu lieu cette semaine, ça arrive qu'une fois tous les 10 ans à peu près. C'est l'annonce d'une nouvelle génération d'ISA plutôt que d'architecture, parce que ARM V9, c'est pas vraiment une architecture d'un seul processeur. Donc, ARM V8 date de 2011, elle a été introduite, d'ailleurs, elle a introduit le 64 bits sur les puces mobiles, en tout cas de chez ARM, et ARM V9, c'est pas un nouveau processeur, en fait, c'est un nouveau set d'instructions et de fonctionnalités qui vont arriver petit à petit sur tous les processeurs ARM dans les prochaines années, comme on retrouve maintenant d'ailleurs des CPU ARM V8 à 64 bits dans des téléphones à 100 balles, quoi. C'est petit à petit, ça a colonisé tout le marché. Démocratise. Et donc depuis 10 ans, le marché a évolué quand même, et ARM aussi, donc ces puces se retrouvent donc dans des ordinateurs portables aussi désormais, donc c'est pour ça qu'on a des Cortex X pour cette gamme, et encore même au-delà, ça se retrouve aussi dans des serveurs. Donc du coup maintenant il y a une gamme qui s'appelle Neoverse, qui sont des processeurs pour serveurs, pour les data centers. Alors, il y a plus de marchés, donc ça veut dire plus de scénarios dans lesquels la sécurité, évidemment, devient très importante, devient cruciale. Et du coup, c'est un des gros trucs de ARM V9, c'est la containerisation et la protection mémoire. Donc on a encore peu de détails, mais ARM a introduit une notion de realms, donc de royaume, qui est un conteneur complètement opaque pour le système d'exploitation ou même pour l'hyperviseur, puisque désormais ARM doit aussi prendre en compte des scénarios serveurs, donc des scénarios où potentiellement on a un hyperviseur et plusieurs machines virtuelles sur les processeurs. Donc le Realm Manager étant lui-même d'ailleurs un hyperviseur, en fait un hyperviseur léger, pour ces enclaves sécurisées, bon, AMD et Apple ont des solutions aussi d'enclaves sécurisées ou des solutions qui peuvent être un peu comparées. On ne sait pas encore où est-ce qu'il y a chiffrement exactement d'ailleurs, faudra voir. Toujours est-il qu'ARM introduit aussi un tagging mémoire, donc ça permet de protéger des segments de mémoire et d'éviter énormément de failles, voilà, comme lire en dehors des endroits prévus ou ce genre de choses. Et puis bon, évidemment, il y a aussi un volet performance, puisque voilà, avec dans les 30% de mieux pour les Core X, et un nouveau set d'instructions vectorielles qui peuvent calculer. Donc vectoriel, ça veut dire que ça peut calculer sur plusieurs nombres en même temps, tout simplement. Donc c'est pour remplacer Néon, le fameux Néon qui intègre quasiment tous les processeurs actuels. Et de manière assez intéressante, donc ce sera SVE2. SVE2 sera flexible, c'est-à-dire que le processeur demande une opération vectorielle qui lui convient. Donc avec Néon, comme d'ailleurs dans les processeurs Intel, ça dépend de la génération. Vous pouvez faire des opérations sur, disons, 4 nombres, 8 nombres ou plus, ça dépend. Et là, en fait, mais il faut le savoir à qui on s'adresse. Alors qu'avec SVE2, finalement, le processeur, le programmeur, il dit, je veux faire 2 multiplications de nombres qui font 1024 chiffres. Bon, voilà, ça fait gros, c'est sûr. Et SVE2 va s'occuper automatiquement, de manière optimale, de mapper ça sur ce qu'il y a. C'est-à-dire, si c'est un téléphone, ce sera des petits... il va le faire en plusieurs fois sur des petites instructions vectorielles. Si c'est un processeur serveur plus costaud, il va le faire en moins de 2 fois sur des plus grosses instructions vectorielles, mais c'est lui qui va s'adapter. Donc c'est une belle promesse, c'est aussi une belle promesse pour les Mali d'ailleurs, donc les cartes graphiques, enfin les GPU de ARM, donc qui vont intégrer des fonctionnalités qui sont quand même dignes des consoles nouvelle génération, puisqu'on aura du ray tracing, du variable rate shading, des trucs qu'on retrouve typiquement sur PlayStation 5 et sur les dernières cartes. Donc on n'a pas encore donc de détails, juste une vision d'ensemble, donc les détails devraient arriver cette année, les puces par contre en ARM V9 devraient commencer à arriver l'an prochain, tout d'abord sur le haut de gamme, et puis petit à petit un petit peu partout. Et on est reparti pour 10 ans à exploiter ces nouvelles techno, c'est beau. On parlait donc d'Intel comme je le disais, on va aussi parler de TSMC qui n'a pas envie d'être laissé pour compte dans la guerre des processeurs et qui, à l'aune de la crise des processeurs, investit énormément. On en est à des stades où on n'arrive plus trop à mesurer ce que ça représente ce type de montant en termes d'investissement. On parle de 100 milliards, Guillaume. Ouais, c'est même plus que l'euro million, c'est pour te dire.
Oh oui, bah oui. Tiens, faut que je joue d'ailleurs. Bah bien sûr. Pour continuer sur la saga des puces, ouais, quand même, qu'on a cette année, c'est une vraie saga des puces. On disait la semaine dernière qu'il faudrait 150 milliards de dollars pour qu'un pays arrive au niveau de TSMC. Et peut-être, peut-être même que ce sera plus en vrai, puisque là, TSMC est quand même au taquet. Toutes ces usines tournent à 100% depuis 12 mois. Et donc, il fait ce qui est logique, il construit de nouvelles usines. Des milliers d'employés sont en cours de recrutement, et il y a un investissement, en fait, qui passe à 100 milliards de dollars sur 3 ans. Donc c'est des usines qui pourraient être un petit peu partout, il y a un projet de 2 nouveaux sites en Arizona par exemple. Et bon, pour soutenir cet effort d'expansion d'ailleurs, les baisses de prix qui sont habituelles un petit peu sur les nodes qui sont devenues rentables, vont être suspendues pendant 1 an au moins, à partir de 2022. Donc pour ceux qui tablaient sur cette ristourne qui est assez attendue, qui est assez habituelle, c'est de fait une hausse de prix, même si TSMC le présente pas comme ça. Bon, TSMC interprète donc bien l'augmentation de la demande comme étant structurelle. C'est vraiment, c'est pas juste un pic lié au Covid, quoi. C'est vraiment la demande globale en composants qui s'accroît, qui est toujours plus forte. Et ça signifie aussi que la pénurie actuelle de composants va non seulement se prolonger, mais aussi s'aggraver. D'ailleurs, Foxconn, qui est un des principaux sous-traitants Apple, entre autres, prévoit qu'elle va se prolonger jusqu'en 2022 au moins. Il accuse déjà des retards de livraison, pour l'instant seulement sur 10% de ses commandes. Mais plus inquiétant, Intel, donc, qui fabrique aussi ses propres puces, qui jusqu'à maintenant continue à proposer ses processeurs en nombre, va lui aussi souffrir de la surcharge des sous-traitants. Parce que même Intel, finalement, n'est qu'un maillon, même gros, d'une grande chaîne. Donc il a besoin de substrats silicium, pour graver ses puces dessus. Or, GlobalWafers et Shin-Etsu sont eux aussi à 100% de capacité, donc ils produisent des galettes à la chaîne, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Résultat, même Intel vient à manquer, et les prix des processeurs Rocket Lake est en train de monter, en fait. Il est probable que Intel, en tout cas, s'attend à une demande plus forte qu'à l'offre dès ce trimestre. Donc c'est pas fini ce délire, je suis quand même passé sur Le Bon Coin, j'ai vu des RX 580 à 400 ou 500 balles, c'est une carte qui a 4 ans, avec une architecture qui en a 5 ou 6, et il y avait des GTX 1060 à 300 balles ou plus, alors bon, c'est une très bonne carte, mais c'est pareil, c'est sorti en 2016, et puis c'est même pas du haut de gamme, la 1080 c'est autour de 500 balles, c'est fou, mon propre PC sur le marché de l'occasion a doublé de prix depuis 1 an. C'est la première fois que je vois de l'informatique devenir plus cher avec le temps, franchement. Bon, mon PC marche bien, mais je prie pour qu'il tombe surtout pas en panne. C'est vrai que c'est inédit d'avoir un PC d'occasion qui coûte plus cher. On a plutôt en tête, comme les voitures, le fait que dès qu'elles sortent du concessionnaire, elles perdent la moitié de leur valeur. C'est pas le cas. Manu, globalement, la crise des processeurs et ce qui se passe dans le monde des processeurs là actuellement, une des manifestations les plus évidentes qu'on a dans le grand public, je pense, c'est les difficultés pour se procurer une console next-gen. Alors bon, même si c'est pas la seule explication, enfin ça l'explique quand même largement. Est-ce que tu as d'autres éléments dans ton quotidien, dans ce que vous surveillez, qui témoignent de cette crise qu'on constate dans le monde des processeurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui passe un petit peu inaperçu? Alors pour le moment non, effectivement, à part les manques au niveau des cartes graphiques et des consoles, ça se tient plutôt pas mal. Maintenant, je pense que les constructeurs avaient encore un petit peu de marge devant eux et que, en tout cas pour proposer un produit fini, ils avaient déjà prévu assez de stock pour pouvoir débuter l'année 2021 plutôt tranquillement. La fin d'année, par contre, ça risque d'être un petit peu plus sportif et on risque de voir non seulement des pénuries, mais aussi d'autres problèmes qui vont se poser. Et là, je pense notamment à Xiaomi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et tous ces constructeurs qui tirent les prix vers le bas et qui ont tendance à proposer des smartphones ou même n'importe quel appareil à prix quasi coûtant en rognant sur leur marge. En fait, quand le prix des composants va augmenter, parce que oui, TSMC va forcément faire monter un petit peu l'offre, l'offre. Et donc la demande de l'autre côté va devoir payer plus, et qui est-ce qui va devoir payer plus à la fin? C'est pas le constructeur, c'est forcément l'acheteur final. Donc je pense que tous ces téléphones, tous ces appareils qu'on trouvait à super bon prix encore en fin 2020 ou encore en début 2021, en fin d'année prochaine, ça risque d'être une autre galère. Et a priori, c'est là où la stratégie d'Intel est super intéressante, avec une entité spéciale pour la réalisation des puces. C'est que pour avoir lu quelques papiers sur le sujet, il semblerait que un des choix, au-delà évidemment du choix de l'architecture du processeur, en gros quel processeur on veut, le choix qu'on va avoir derrière, il se situe
pas tant sur le prix bizarrement, mais sur l'accompagnement au service client, j'allais dire. Et Intel pourrait effectivement remporter la mise sur ce sujet. Donc on verra si jamais la stratégie s'avère payante pour eux. Un petit aperçu, un TSMC, donc c'est 100 milliards sur 3 ans pour augmenter les capacités. Sur 3 ans quand même, hein, donc on verra pas les choses en quelques mois se débloquer non plus. Donc Intel, 20 milliards pour construire notamment 2 nouvelles usines en Arizona. Samsung, faut le rappeler, il y a 116 milliards qui sont identifiés sur 10 ans pour développer aussi le marché des foundries. On va voir ce que ça donne, mais c'est un sujet qui est brûlant évidemment. On va conclure avec une rubrique jeux vidéo, l'incontournable rubrique jeux vidéo avec Mario qui a explosé tous les records. On est plus dans, on n'est pas vraiment dans le jeu vidéo, Guillaume. On est dans la collection là, dans l'histoire du jeu vidéo. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien Mario, j'aime bien le rétro, mais quand c'est trop, même en rétro. Hein. Parce que si vous trouviez que 156 000 $ pour une cartouche de Super Mario Bros 3, certes neuve, était beaucoup, bah, sous attendez blister. de voir, c'est ça, sous blister, mais bon, là aussi, attendre de voir ce qu'une cartouche neuve sous blister de Super Mario Bros de 86 coûte, c'est quand même 550 000 $. C'est pour une putain de cartouche, alors que l'unique exemplaire connu d'une PlayStation Nintendo, qui est quand même un témoignage historique de la collaboration avortée Sony, ouais. Elle est partie qu'à 380 000 $. C'est extrêmement cher, mais c'est incroyable de voir qu'une cartouche peut dépasser à ce point une machine entière, qui est un véritable morceau de l'histoire du jeu vidéo. Mais bon, au moins l'acheteur repart avec une belle cartouche bien emballée, en parfait état. C'est une pièce de musée quasiment, c'est vrai, mais bon quand même. J'espère qu'il va l'encadrer, oui, ça c'est clair. Mais comment faire pire qu'une cartouche de jeu Si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, il y a rien dedans. Va savoir, on ne saura jamais. Faudrait l'ouvrir pour savoir. On ne saura jamais. Mais bon, comment tu veux faire pire qu'une cartouche de jeu qui part pour le prix d'un 200 mètres carrés vue mer ? Peut-être avec des NFT, hein, des NFT sur des rendus 3D en JPEG d'une cartouche de jeu Atari qui part pour 18 000 $. Ça devient quand même embarrassant cette histoire, hein, puisque Atari n'existe plus depuis très longtemps, c'est qu'une coquille vide avec un logo qui subsiste, hein, qui essaye périodiquement de te revendre toujours désespérément la même camelote. Effectivement, 2021, c'est quand même la meilleure année de l'histoire pour vendre n'importe quoi, comme par exemple celle de JPEG. Alors c'est vraiment le rendu 3D d'une cartouche, c'est-à-dire un parallélépipède noir qui prend littéralement 10 minutes à faire sous Blender. Mais tu mets un NFT dessus et ça part pour 10 000 balles, pas de souci, évidemment. Et tu le possèdes pas plus qu'autre chose. Mais en plus. C'est un NFT sur, donc dans le NFT il y a le lien sur l'image, qui est rendu en JPEG fait sous Blender, enfin sous Blender ou autre chose. Bon évidemment, comme ça marchait, Atari va pas s'arrêter là, tant que tu gagnes, tu joues. Mais le NFT, c'était pas censé finir comme ça, hein. D'ailleurs, le NFT de Numérama illustre magnifiquement bien ce qui est devenu ce marché. On avait parlé la semaine dernière de tout ça, c'est Numérama a fait un NFT sur un tweet. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce NFT ? Moi, je suis allé sur OpenSea pour voir, évidemment. Donc, il y a 11 jours, Numérama met son NFT aux enchères pour... alors, c'était 0,00074 Ethers. Donc, il y a une petite vingtaine d'enchères, jusqu'à il y a 4 jours, où il y a un certain Darkane qui a remporté l'enchère pour 0,021 Ethers, soit dans les 37 €. Moins de 24 heures après, ce même Darkane met en vente ce NFT pour 1000 Ethers, soit plus de 2 millions $. Donc, le tweet de Numérama, c'est pas de l'art, hein, mais considérons-les comme des artistes, comme des créateurs. Eux, ils ont récupéré moins de 40 balles pour leur œuvre. Mais si Ngogo achète le lien vers ce tweet en NFT à 2 millions $, c'est Darkane qui va les gagner, hein, c'est pas Numérama. Bon, si ça arrive, peut-être que Numérama a un peu de pub, mais je pense qu'ils auraient préféré les 2 millions $, je pense. Honnêtement, à moins que Darkane ne soit un membre de la rédaction qui l'a acheté pour faire monter les prix. Bon, va savoir. Ah. Ils sont peut-être malins chez Numérama. Mais bon, même, la spéculation, elle profite pas aux artistes, hein, elle profite pas à l'art, elle profite aux spéculateurs. Tant qu'ils trouvent des acheteurs. D'ailleurs, acheter quelque chose dont l'unique but de le revendre plus cher à quelqu'un d'autre, ça s'appelle une pyramide, en fait, hein, mais bon. Mais bon, le NFT était pas censé finir comme ça, et c'est Anil Dash qui le dit, un des co-créateurs du concept, parce qu'il témoigne, il a quand même un papier dans The Atlantic. En 2014, en fait, ils ont mis au point avec un pote un proto de cette idée, pour avoir une version numérique d'un certificat d'authenticité qui permettrait une meilleure rémunération des artistes, hein, une forme de traçabilité des œuvres d'art aussi, fût-elle numérique. Donc ils voulaient que les artistes aient un contrôle sur leur boulot, qu'ils puissent gagner quelque chose dans un secteur qui, comme celui de la musique, hein, comme celui de la presse écrite, hein, subit la transformation numérique. Dans la musique, la situation des artistes, c'est
pas toujours amélioré, en fait, loin de là même. Donc la technologie transforme, mais il faut trouver comment s'y adapter pour continuer à gagner sa vie. Bon, le NFT, c'était une proposition de solution. Mais ça a raté. Voilà, le NFT, c'est devenu le terrain de jeu des crypto-millionnaires, qui ont enfin trouvé quelque chose à acheter avec leurs jetons. C'est une nouvelle mécanique de jeu, tout simplement, et bon, Daniel n'avait pas anticipé la spéculation, il n'avait pas anticipé les prix ridicules atteints pour un simple lien internet. Il n'avait pas anticipé que Pringles vendrait des saveurs virtuelles ou qu'Atari vendrait des liens vers des images de cartouches virtuelles. Et il le dit explicitement, la technologie devrait permettre aux artistes d'exercer un contrôle sur leur œuvre, mais rien ne s'est passé comme prévu, voilà, leur rêve de redonner du pouvoir aux artistes ne s'est pas encore réalisé. Manu, on en profite. C'est tes copains, c'est tes camarades de jeu. Est-ce que Darkane, c'est Julien Cadeau, c'est Cassim, c'est qui balance? Non, pas du tout. C'est personne de la rédaction. Et tu disais qu'il s'était fait 40 € avec cette œuvre. Alors ils l'ont vendu 40 €, mais il faut savoir que il y avait 100 € de frais. 100 € de frais. Pour une centaine d'euros de frais pour pouvoir le mettre en vente. Et comme en fait sur OpenSea, si tu n'atteins pas le prix palier qui est établi à 1 Ether, donc à 1700 $, un truc comme ça, quand ils l'ont mis en vente. En fait, tu payes ce qu'on appelle les gas fees, la taxe que tu payes aux mineurs d'Ether pour pouvoir l'inscrire dans la blockchain. Donc ils ont payé 91 € supplémentaires. Donc en fait, ils en ont été de 150 € de leur poche là-dessus. Voilà. C'est pour la démarche journalistique aussi, ça, on imagine. Mais bon, tu nous diras en message privé qui est Darkane, parce qu'évidemment c'est quelqu'un de la rédaction qui veut faire monter les enchères, on le sait bien, Manu. Une réaction d'ailleurs, Manu, alors sur la rubrique jeux vidéo au sens large, ou sur les NFT, ou aucune réaction si jamais rien ne t'inspire, n'hésite pas. Moi, je crois très fort aux NFT. Pareil, je suis peut-être le seul français qui est comme Soli. Tu nous as montré que tu soutenais Soli. Je sais pas si c'est un argument. Voilà, non mais je soutenais LG, je soutenais Soli et voilà, je soutiens les NFT. Donc je sais pas si c'est bon signe pour les NFT, mais en tout cas c'est le cas parce que je pense que en fait les NFT c'est un outil et que aujourd'hui on est dans un Far West qui fait que tout le monde veut profiter de cette nouveauté pour se faire de la thune comme c'est le cas à chaque fois, mais que une fois que tout ça sera un petit peu digéré, que tout le monde comprendra un petit peu ce que c'est. Alors déjà, il y a des artistes qui ont pu prendre réellement le pouvoir. Je pense notamment, sur leurs œuvres numériques, je pense notamment à Beeple qui a vendu des œuvres à plus de 60 millions de dollars, je crois, pour la dernière. Beeple, effectivement. Mais tu vois, justement, on achète qu'aux riches, quoi. C'est-à-dire, on achète qu'aux gens qui sont déjà connus, en vrai. On achète qu'aux riches aujourd'hui, mais parce que justement c'est eux qui se sont jetés les premiers là-dessus et parce que le NFT n'est pas forcément connu au-delà de la sphère un peu cryptomaniaque et millionnaire des gens qui ont rien d'autre à foutre que de regarder ce qui peut se passer dans ces milieux-là et qui ont effectivement 69 millions de dollars à jeter dans un gif c'est ridicule, mais en fait derrière il y a énormément de possibilités dessus. C'est comme quand on pense aux crypto-monnaies, on pense au Bitcoin qui est une monnaie qui est difficilement viable et difficilement exploitable parce que il y a des frais de transaction qui sont élevés, parce qu'il y a une certaine lenteur dans l'exécution, etc. Mais derrière, il y a aussi énormément de projets qui sont créés sur d'autres blockchains que le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana, sur le Dod, sur le Polkadot, etc. et qui sont beaucoup plus viables en termes de fondamental. Et à mon avis, pour les NFT, en fait, c'est la même chose dans le sens où, en fait, il y a énormément de possibilités sur les NFT. Alors, pour moi, le plus gros problème, c'est que c'est sur la blockchain Ethereum, c'est sur le RC20 et pour la plupart, en tout cas. Et ça pose problème parce qu'effectivement, il y a des frais qui sont énormes et tous les problèmes de l'Ethereum, mais des NFT sur une autre blockchain pourraient permettre de créer des choses, notamment, moi, un des milieux qui me touche le plus, ça va être le jeu vidéo et imaginer tout ce qui est possible de faire en rendant unique un élément dans un jeu vidéo. Imaginez un jeu Pokémon où vos Pokémon sont véritablement uniques et inscrits dans la blockchain, où chaque truc est totalement aléatoire et vous avez vraiment votre Pokémon. Imaginez un
un jeu, un FIFA par exemple, où votre Ronaldo, bah c'est votre Ronaldo, il a gagné tant de coupes du monde, il a fait tant de participations et il a peut-être gagné. C'est peut-être le Ronaldo qui a été acheté au meilleur joueur mondial de FIFA, qui a gagné le tournoi en 2023 de tournoi mondial de FIFA avec ce Ronaldo, et vous jouez avec ce Ronaldo. Il va falloir trouver. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est le principe de CryptoKitty, hein, le principe de Pokémon que tu dis, c'est déjà le principe des CryptoKitties sur la blockchain Ethereum. Mais il y a quand même des soucis techniques qu'il va falloir résoudre qui sont quand même assez importants là, parce que les CryptoKitties ils peuvent être contenus dans The NFT en fait intégralement. Aucune des œuvres achetées par NFT ne le peut. Les NFT ne contiennent rien, en fait, quasiment. Ils peuvent pas contenir beaucoup de données, tu vois, par exemple. C'est un des problèmes que soulevait Anil Dash, pardon. Il disait, nous, on avait fait un truc comme ça avec un lien juste vers une image parce que, voilà, on a contourné le problème, en fait. Mais c'est resté comme ça. Mais en réalité, justement, les gens n'achètent rien. Je sais même pas à quel point, d'ailleurs, les gens qui achètent des NFT sont conscients de ce qu'est un NFT, des limitations que ça représente et de ce que c'est réellement, quoi. Je sais pas à quel point il n'y a pas même des malentendus sur les gens qui achètent et vendent des NFT. Je sais pas. Mais il y a quand même donc beaucoup de problèmes techniques, hein. Quand tu parlais des gas fees, minter un NFT, ça revient en fait à créer un bloc. Parce qu'en fait, pour minter un NFT, on l'a peut-être pas expliqué ici, mais pour minter un NFT, pour créer un NFT, il faut créer des jetons. Donc, ces jetons, ils sont créés par bloc, donc ça veut dire qu'en fait, il faut que les mineurs d'Ethereum créent un bloc. Donc ça consomme énormément d'énergie, en fait, hein. C'est pour ça que le NFT consomme énormément d'énergie, c'est parce que, en gros, le minting, finalement, ça consomme autant d'énergie qu'il y a de place dans le bloc. Et donc, comme il n'y a pas énormément de place, et comme bloc, ça coûte extrêmement cher à miner, comme bloc de Bitcoin, forcément, chaque mintage coûte énormément d'énergie. Et après, évidemment, il faut l'entretenir. Mais ça, on l'avait déjà parlé. Donc, à titre de comparaison, l'inscription d'un NFT sur la blockchain, c'est grosso modo l'équivalent de la consommation d'un foyer pendant un mois. Oh, bon Dieu. Oui, non, mais c'est vraiment énorme. Mais il y a des calculatrices, hein, sur Internet pour ce genre de truc, parce que voilà, chaque bloc est en gros, et comme il n'y a pas énormément de place dans le bloc, ben voilà, forcément, ça coûte beaucoup. Donc ouais, il y a énormément de problèmes technologiques, et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que ça fait 10 ans que les crypto-monnaies existent, ça fait 6 ans que l'Ethereum existe. J'espère toujours qu'Ethereum 2 va arriver, et qu'on va passer à des proof of stake, etc., et que ce sera quand même nettement mieux, mais je sais pas, quoi, ça, tu vois, enfin, ça fait longtemps, quoi, et ça a pas l'air d'évoluer d'avance. Non seulement l'Ethereum 2 est en train de stacker petit à petit pour justement permettre ça, mais on a aussi d'autres, enfin je le disais tout à l'heure, hein, mais si tu vas sur des chaînes Polkadot ou Solana, je regarde, ouais. T'as déjà du proof of stake qui sont viables, qui ont des projets qui sont super intéressants en plus dessus, et qui, pour moi, aujourd'hui, si Ethereum 2.0 met trop de temps à arriver, sont les meilleures alternatives à Bitcoin et à Ethereum. Ok, non, mais il faudra que je regarde aussi les autres trucs. Écoute, j'espère, hein, qu'on va sortir de de toute façon, je pense qu'on en sortira honnêtement par un pétage de bulle, là, parce que là, ça me paraît inévitable. C'est obligatoire. Donc écoute, on va voir quand la bulle pète, et puis on verra ce qui suit. Ben en tout cas, à voir si demain peut-être il y aura une alternative à Patreon pour soutenir Tech Café par exemple, pour vendre des NFT qui correspondront aux épisodes de Tech Café. Allez savoir, pourquoi pas. On envisagera le sujet à l'avenir, mais dans très longtemps, on verra. En tout cas, c'était passionnant d'avoir cet épisode ensemble, je trouve, et notamment cette discussion de fin d'épisode autour des NFT qui couronnent le tout. C'était vraiment chouette. Manu, c'est le moment rêvé de nous rappeler où on peut te retrouver à titre individuel si on veut interagir avec toi, en savoir plus sur ton actualité. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh ben, en ce moment, avec le Covid, je suis souvent chez moi. Je me déplace pas trop, mais sinon, si vous voulez savoir où je suis et ce que je raconte, vous pouvez me retrouver sur frandroid.com, même si j'écris de moins en moins, et sur Twitter, @nobunagashi, NOBUNAGASHI. Et les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup de ta participation, Manu. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Je sais pas, peut-être minter un jour sur une Polkadot, alors je sais pas, mais certainement pas sur une blockchain Ethereum.
Bon, on saura où on ne te retrouvera pas en tout cas. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. En attendant de définitivement conclure cet épisode, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler d'aller jeter un coup d'œil, ou plutôt jeter un coup d'oreille à Paraculte, un podcast sur la pop culture où on vous parle de choses qu'on a aimées. Et Guillaume vous a fait un dossier, je trouve magistral, en toute simplicité, sur Minecraft et notamment sur l'auto-hébergement de serveurs, de l'hébergement, pardon, de serveurs Minecraft. Figure-toi, Guillaume, de l'auto-hébergement. J'ai discuté avec un ami il y a très très peu de temps, il y a quelques jours, qui me disait oui, en général les jeux de rôle massivement multijoueurs, ça consomme pas tant de réseau que ça, il y a pas besoin d'une grosse connexion, sauf des ovnis comme Minecraft. Je lui ai dit mais je sais, j'en ai parlé avec Guillaume Poggiaspala dans le dernier épisode de Paraculte. Donc allez écouter cet épisode qui est sorti lundi, et puis évidemment l'épisode de Relive sur le Deep Work qui est toujours disponible jusqu'à ce week-end où on proposera un nouvel épisode de votre podcast sur l'amélioration du quotidien et du développement personnel. En attendant, merci beaucoup à toutes et à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Tech Café, normalement dans une semaine. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut.